Édition spéciale, vous le savez, ce grand retard dû au fait que j'attends. Attends, ne va presque rien donner puisque nous devons être en direct sur Facebook, c'est pour ça que je les attendais. Donc ça va être une perte de plusieurs minutes, mais on va y aller. C'est un peu ça les jeunes gens, pasteur de Place, bonjour, c'est un peu ce que vous êtes aujourd'hui. Bonjour, hein, tu viens d'arriver, j'ai perdu déjà 17 minutes, non, 10 maintenant, bonjour, on va aller aux États-Unis, Coco Beto attend depuis 4 heures. Bonjour pasteur Quentin, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. On va donc, édition spéciale ce matin, on va aller prendre notre invité, c'est dommage, hein, qui nous attend depuis, c'est Coco Bertin, on va aller aux États-Unis, et je crois qu'il est déjà prêt, d'ailleurs on a causé avant 5 heures. Coco Bertin, PDG de CEJA, c'est lui qui est notre invité ce matin. Coco Bertin, bonjour. Bonjour pasteur Franklin et bonjour à tous vos auditeurs. Bienvenue, bienvenue chez toi au Cameroun, nous sommes bel et bien Yaoundé en direct. Je suis vraiment désolé pour ces longues minutes de retard, tu le sais déjà, je te l'ai dit avant 5 heures. Mes jeunes gens sont devenus de plus en plus rares, je dois bagarrer pour qu'ils soient là, j'ai attendu, ça n'a pas donné le résultat que j'attendais jusqu'ici, mais nous sommes bel et bien en direct, Coco Bertin. Ah, c'est une très bonne chose. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt et vous en êtes un, pasteur Franklin. Bon courage en tout cas. Depuis ma jeunesse, Coco, je me suis toujours levé tôt, surtout depuis le service de Dieu. À 3 heures du matin, je suis déjà mal à l'aise si je n'ai pas rencontré Dieu. Mais je pense qu'il faut que ce soit contagieux de manière à ce que ceux de ton entourage puissent être en mesure de faire pareil, pasteur. Peut-être que c'est pas facile. Je vais commencer à enseigner ici. Je sais pas si tu as écouté cette émission. Le thème c'était se lever très tôt le matin. Et j'ai constaté tristement que la plupart des chrétiens le matin aiment plus la couverture, le lit plus que Jésus, Coco Bertin. Il est difficile pour les chrétiens de ces derniers temps de se lever très tôt le matin, rencontrer le Seigneur pendant qu'il fait encore sombre. Et dans cet enseignement, j'expliquais que tous les grands hommes de Dieu de l'Ancien Testament, au Nouveau Testament, se levaient très tôt pendant qu'ils faisaient encore sombre pour rencontrer Dieu, parce que c'est là la victoire, hein. Ouais, c'est ça. Alors, Coco. En commençant par le psalmiste. Ah oui, hein, que dire même d'Abraham, qui se levait très tôt, la manne qui devait tomber très tôt, et ceux qui se levaient tard mouraient de famine et ils n'avaient rien à manger, Coco. C'est ça. Alors, comment vas-tu? C'est ça, pasteur. Alors, je dois dire que je me porte bien, pasteur. Par la grâce du Seigneur, je me porte bien. J'ai vu une expérience un peu particulière ces temps-ci, pasteur. Tu es actuellement aux États-Unis, dans quel état, dans quelle ville? Alors, là, je suis dans l'état de Washington, à ne pas confondre avec Washington DC, qui est la capitale des États-Unis. Je suis dans l'état de Washington, qui est à 6 heures de vol de la ville de Philadelphie. Oui. Donc, probablement à 7 heures de vol de Washington, qui est la capitale. Alors, je suis dans une ville qui s'appelle Tacoma. Alors, Tacoma, c'est une petite ville à côté de la grande ville qui s'appelle Seattle. Et oui. Seattle, c'est la capitale de l'État de Washington. Voilà. Oui. Alors, Robertin, nous allons commencer à parler ce matin de ce genre. Il faut dire que j'ai annoncé dans le groupe que le journal en langue Hausa de la Voix de l'Amérique, justement là-bas chez eux où tu ne vas pas passer ce matin, à cause de ce grand retard que nous avons eu, et donc nous avons annulé le journal en langue Hausa pour te permettre de parler, Coco. Nous allons aller jusqu'à 6h10 environ. On a commencé avec un grand retard. Duplex se bat quand même. Il fallait faire peut-être plus tôt. Je ne sais pas si ça va donner pour t'avoir sur Facebook. Coco Bertin, parlons d'abord du CEJA. Tu es le PDG du CEJA. Peut-être certains auditeurs ne savent pas ce que c'est. Commençons par parler de cette association, grande association, oui. Que je connais depuis des années. Je te connais depuis peut-être plus d'une dizaine d'années aujourd'hui. J'ai cheminé avec toi. J'étais parfois assisté dans certains événements. J'ai été présent. Je suis venu plusieurs fois au CEJA. Coco Bertin, parle-nous un peu de CEJA. Alors, comme vous pouvez l'imaginer,
parler du CEJAC en quelques minutes. C'est fastidieux, mais je dois dire que... Nous avons du temps. Robertin, c'est ta radio, c'est pas les radios payées 2 ou 3 minutes et tout de suite, quand le temps arrive, on vous coupe. Tu as largement le temps. Si on ne termine pas, on sera encore là demain. Sens-toi libre. D'accord, pasteur, c'est très bien. Et donc, le CEJAC, c'est le club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun. Oui. C'est une organisation non gouvernementale aujourd'hui, mais il faut dire que le CEJAC a commencé en 1986. Il s'agit d'une initiative de 2 jeunes aveugles à l'époque. La barbe a blanchi aujourd'hui, on est beaucoup moins jeune que... Non, blanchi c'est petit, elle a trop blanchi. Je connais ces barbes-là. Ces 2 barbes, je les connais. Elles ont trop blanchi, Coco. Exactement, pasteur. Et on est très reconnaissant au Seigneur qui nous accorde une telle grâce. Oui. Oui. Donc, le CEJAC a commencé en 1986. Coco Bertin et Martin Luther, qui en sont les fondateurs, sortaient de l'Institut de réhabilitation pour aveugles de Boya, dans la province du Sud-Ouest, comme ça qu'on disait à l'époque. Oui. Et donc, après les 2 années de formation, profitant du fait que Martin Luther et moi résidions à Yaoundé, nous avons pensé qu'il était bon de mettre ensemble nos efforts et la prime d'installation reçue à la fin de notre formation pour commencer une petite activité dans ma chambre au domicile de mes parents. Coco, la prime de formation, à l'époque, c'était combien de francs CFA? Alors, c'était 61 500 francs chacun, pasteur. Je pose la question parce qu'aujourd'hui, Coco, les jeunes gens veulent avoir des dizaines de millions avant l'accès à une activité. Personne ne veut commencer avec 10 000, 20 000, presque commencer à zéro. Ils veulent avoir une fortune avant de commencer. J'écoutais un homme d'affaires malien qui disait hier, au lieu de perdre 3 millions pour aller mourir dans la mer, avec ça on peut investir dans l'agriculture et devenir un multimillionnaire. C'est pour ça que j'ai demandé, avec combien vous avez commencé, Coco? Non, mais c'est important de le savoir, pasteur. C'est important de le savoir. À la fin de notre formation, nous étions 26 étudiants sortis de cette école à l'époque. Et donc, à la fin de notre promotion, chaque étudiant avait reçu cette somme de 61 500 francs. Oui. Et donc, avec Martin, nous avons mis ensemble cet argent. Nous sommes allés au marché Mbopi, à Douala, acheter du fil nylon. Et nous avons commandé des cadres de chaises. Et ça, à un menuisier du quartier, le quartier Carrière en l'occurrence, c'est le quartier où j'habitais, chez mes parents. On a donc commandé des cadres de chaises et on faisait des chaises tissées, n'est-ce pas, au fil nylon. Et pour encourager notre initiative, ma maman a acheté... C'était à Yaoundé? C'était à Yaoundé? Ici à Yaoundé, au quartier Carrière. Au quartier Carrière, ok, oui. C'est ça. Et donc, ma maman a acheté la première salle à manger que nous avons tissée et elle a encouragé une de mes tantes à acheter la deuxième salle à manger. Oui. Et voilà comment nous avons commencé. Et à la sortie de l'école, on est allé voir un aîné, une personne handicapée de regrettée mémoire, le philosophe René Philombe, qui dirigeait à l'époque la Fédération nationale des associations des handicapés du Cameroun, pour lui faire part de notre initiative de nous mettre ensemble au lieu de se disperser, Martin et moi. On lui a dit qu'on voulait se mettre ensemble pour commencer une activité. Et avec lui, on a réfléchi pour chercher un nom. Et c'est ainsi qu'il nous a proposé Coopérative des aveugles réhabilités de Yaoundé. Oui. Et moi, je lui ai proposé d'ajouter le J pour que ça fasse jeune, parce que j'avais 20 ans à l'époque. Oui. Et donc, on a donc commencé par créer la Coopérative des jeunes aveugles réhabilités de Yaoundé. Oui. On est là en 1986, Pasteur Franklin. 86, oui. 86. Et c'est donc comme ça que nous avons commencé. On travaillait dans ma chambre, on travaillait 2 fois par semaine, à savoir les mardis et les jeudis. Oui. Et les 3 autres jours de la semaine étaient consacrés aux démarches. Alors, nos démarches nous conduisaient souvent au ministère des Affaires sociales.
on allait rencontrer d'autres personnes handicapées dans leur domicile pour partager notre initiative, parce qu'on aurait voulu être avec plusieurs autres personnes handicapées. Coco. Oui, pasteur. Tout avant de continuer, il faut rappeler aux auditeurs que comment dire, le seul a déjà connecté, le pasteur Duplex a enfin connecté à Facebook, c'est déjà en direct, donc on peut déjà nous écouter dans le monde entier. Il faut juste taper RBR 99.5, je crois que c'est ça Duplex, et vous allez écouter l'émission en direct, quel que soit le pays où vous trouvez. C'est ce qu'on a fait ici avec nos invités, Corinne Lalo, Laurence Kaiser, Santa Depuis, et tous ces invités en Europe qui interviennent souvent comme personnes ressources. Donc maintenant, juste pour votre gouverne, vous pouvez déjà taper sur Facebook 99.5 RBR et vous allez écouter Coco en direct, quel que soit le pays où vous trouvez, et avec un très bon son. J'espère que Théa déjà lui aussi est connecté là-bas du côté de Bastos pour tout à l'heure enregistrer l'émission et la diffuser sur les différents réseaux sociaux. Alors jusqu'au Bertin, vous aviez loué donc une chambre, oui. Voilà, on n'a pas loué une chambre, mais on utilisait ma chambre. Ah, ta chambre, oui. Ici de mes parents. Oui. Voilà. On est donc en 1986, c'est pour me résumer, pour ceux qui viennent de se connecter. Je disais donc à la sortie de l'école, n'est-ce pas, de l'Institut de réhabilitation pour aveugles de Buea, nous avons reçu la somme de 61 500 francs chacun. Et donc Martin Luther et moi, à cause du fait que nous venions de la ville de Yaoundé, nous avons décidé de réunir non seulement nos efforts, mais de réunir également cette somme pour commencer une petite activité dans ma chambre au domicile de mes parents. Oui. On est allé au marché Mbopi acheter du fil nylon. On est venu à Yaoundé, on a commandé des cadres de chaises chez un menuisier et on tissait les chaises. Mes parents ont acheté les premières chaises pour nous encourager et ont fait acheter la deuxième salle à manger par une tante pour nous encourager. Nous travaillons donc les mardis et les jeudis, et les autres jours de la semaine, nous étions à l'extérieur pour chercher des contacts et chercher des facilités auprès des départements ministériels, ministère de l'Agriculture, ministère de l'Élevage, ministère des Affaires sociales. On allait à la Fédération des associations des personnes handicapées, on contactait d'autres personnes handicapées pour partager avec eux notre idée de créer une structure pour personnes handicapées. Mais pasteur, vous n'allez pas me croire, nous étions de la 9e promotion des aveugles formés dans cette prestigieuse école de Buea. J'ai dit prestigieuse parce que c'est l'unique école étatique de formation de personnes non-voyantes, n'est-ce pas, au Cameroun. Oui. Alors, nous étions de la 9e promotion. On est allé vers nos aînés, et notamment ceux de la 8e promotion, pour partager notre idée. Et un d'eux nous a dit, oh, vous n'êtes que des enfants. Si en sortant de l'école, on vous a donné un peu d'argent, allez à la maison, allez manger votre argent. Ah bon? Parce que nous qui sommes vos aînés, oui, pasteur. Et l'ami en question est souvent à Yaoundé, il vient souvent chercher de l'aide chez moi. Ah bon? Je ne veux pas seulement dire son nom pour ne pas l'exposer. Comme c'est la radio. Oui. Il nous dit, mais si vous avez eu de l'argent à la fin de votre formation, ne perdez pas votre temps, ne gâtez pas votre argent. Allez manger cet argent. Nous sommes vos aînés, on a pensé à ça. Alors du coup, on a failli se décourager. On se dit, mais c'est quand même un aîné qui parle. Il est non seulement non-voyant depuis longtemps avant nous, il est passé à l'école de Buea avant nous, il est sur le terrain. Est-ce qu'on va s'en sortir? Après, on s'est dit, on va continuer. Coco Bertin. Coco. Oui, pasteur. Oui. Imagine un peu un planteur, un cultivateur qui mange la semence. Mais c'est ça, pasteur. Je les ai appelés justement dans mon livre les mangeurs de semences. Les mangeurs de semences. Mais oui, mais pasteur, ce que vous ne savez pas, c'est que ce même monsieur, plus tard, on a travaillé ensemble dans l'Association nationale des aveugles du Cameroun. Oui. Et à l'époque, l'État camerounais mettait à la disposition des aveugles un montant de 1500. Au départ, c'était 6000. Chaque aveugle camerounais recevait la somme de 6000 francs par an. Par an? C'est passé avec la crise économique dans les par an? Non, Coco, je veux bien. Par an ou par semaine ou par an? Par an.
My goodness. Par an. Oui. Mais tenez-vous bien, pasteur, ce n'est pas tout. En 1987, avec la crise économique, on est passé de 6 000 à 1500 francs par aveugle par an. C'est incroyable. 1500 francs par aveugle par an. Tu parles d'un film ou tu parles de la réalité, Coubertin? Est-ce que c'est un film hollywoodien? D'ailleurs, pasteur, je vous félicite pour cette émission parce que c'est bon que l'histoire retienne ce que je suis en train de vous raconter. Ah oui, c'est enregistré partout, est-ce que tu nous en fais là? Oui. Et donc, quand on passe de 6 000 à 1500, nous sommes allés rencontrer le ministre des Affaires sociales de l'époque, Madame Yahou Aïssatou, et on lui dit, Madame le ministre, on va dépenser combien pour aller chercher 1500? Il y a des gens qui vivent dans la brousse, pour quitter la brousse et aller dans les grandes villes, récupérer cet argent, ils dépensent pratiquement les 1500 pour aller retirer 1500. Il serait bon de voir comment utiliser cet argent pour développer des activités génératrices de revenus au profit des personnes non-voyantes de notre pays. Oui. Et donc le ministre, petit à petit, a donc décidé que cette somme de 25 millions, on a reçu... Non, tu dis 25 millions, ah, 25 millions, oui, oui. Voilà, 25 millions à répartir à tous les aveugles du Cameroun. Quoi. Oui. On a donc décidé, le ministre a donc décidé de répartir cet argent au sein des structures de l'Association nationale des aveugles du Cameroun. Oui. Et à l'époque, bien que ayant créé notre structure, Martin et moi, on travaillait également, on était membre de cette association et moi j'étais le secrétaire pour la région du centre, pour la province du centre, oui. À l'époque. Alors, cet argent a été réparti dans les 10 régions à raison d'environ 2 500 000 francs par région. Oui. Et au niveau de la région de Yaoundé, le délégué régional et le trésorier se sont associés. Tenez-vous bien, pasteur. Le délégué régional a pris 1 500 000. Le trésorier régional a pris 1 million. Et chacun est allé développer une activité personnelle, c'est-à-dire que l'argent qui était destiné à l'association... Le délégué régional et son adjoint a pris l'argent de quoi? L'argent qui était réservé aux jeunes aveugles, aux associations? Voilà les 2 500 000 qui étaient destinés à la création des activités pour les aveugles de la région. On s'était mis ensemble, on a fait des projets, on a dit voilà, on va créer une ferme, on va créer des activités. Ils se sont partagés cet argent à deux. Ils étaient aussi non-voyants, ils étaient aussi aveugles, ils étaient... Oui, bien sûr, oui, il s'agit des non-voyants. C'est terrible. Il s'agit des non-voyants, pasteur. Oui. Oui, le délégué régional a pris 1 500 000 pour équiper son atelier et le trésorier a pris 1 million. Et pasteur, je ne vous cache pas que ils ont mangé la semence. Et au fil des années, ils ne cessent de venir chercher de l'aide aux gens. Hein. Et vous donnez? Le gens donne? Oui, pasteur. On donne. Quand on peut, on donne, pasteur. C'est terrible. C'est terrible. J'espère que les planteurs qui nous écoutent, moi je suis un planteur, je suis devenu un planteur, je faisais le champ, comprennent cette notion de semence. Hein. Si vous mangez la semence, même les gens, les pasteurs dans le ministère, vous êtes finis. Hein. Moi, les gens m'encourageaient il y a longtemps à manger la semence, Coubertin. Il ne faut pas manger la semence. Oui. Pasteur, je vous raconte une autre histoire des mangeurs de semences et on va continuer. Oui, coucou, allons-y, coucou. Raphaël Casmir nous a rejoint, hein, Casmir Lomsi nous a rejoint. Salut Casmir, salut. Bonjour. Il est d'ailleurs très beau ce matin, il est avec une paire de lunettes. Peut-être qu'il se préparait, il voulait être beau le matin avant d'arriver. Allons-y, coucou. Je vois pourquoi il est arrivé en retard. On ne sort pas à la télévision. Je te dis, hein, il a voulu que madame le prépare, je ne sais pas pourquoi, avant d'arriver en studio. Allons-y, Coco, c'est comme ça que ça va le jeune gens. Allons-y. Alors, pasteur, je vous raconte donc une autre histoire de mangeurs de semences. C'est que lorsque Martin et moi, nous commençons nos activités à Yaoundé, comme je vous disais, on a commencé avec 61 500 francs chacun. Et il y a nos camarades de promotion qui étaient à Douala et ils étaient au nombre de 4. Oui.
Et ils entendaient parler de nos activités à la radio. À l'époque, on parlait à Radio Centre, on parlait au poste national de Radio Cameroun. Donc les gens entendaient parler de nos efforts et tout. Oui. On disait qu'on a créé une association, c'était encore la Kojari à l'époque. Donc eux aussi à Douala se sont dit, mais regardez ce que les autres font. Nous aussi, nous pouvons faire pareil. En plus, à Douala, on est plus nombreux. Ils étaient au nombre de 4 pasteurs. Oui. Ils se sont mis ensemble pour créer également une association. Oui. Et je peux dire qu'ils ont d'ailleurs été plus bénis que nous à leur départ. Oui. Ils ont fait une première demande à une entreprise, pasteur. L'entreprise leur a donné, tenez-vous bien, 500 000 francs. 500 000 francs. Vous imaginez ce qu'ils ont fait? Ils étaient 4, chacun a eu 125 000, 125 000. C'est incroyable. On ne parle plus d'eux aujourd'hui, pasteur. C'est incroyable, Kokoubet. C'est incroyable. Ils ont mangé la semence et tout s'est arrêté à ce niveau-là, parce que vous vous imaginez. Les mangeurs de semences. Ils n'ont pas mangé la semence. Kokoubet, comme tu es un prédicateur, je vois qu'au lieu de parler de ce genre, on devrait dire aujourd'hui, t'aimes les mangeurs de semences, hein? Mon frère, on devrait dire, t'aimes les mangeurs de semences. En tout cas, ils ont mangé 125 000. Non, mais c'est vrai, pasteur. Ils ont divisé 125 000 par 4. Et donc 500 000 par 4? Oui, 500 000, ils ont divisé par 4. Oui. Ça faisait 125 000 par personne et puis on ne parle plus d'eux. Oui. Ils ont mangé la semence et malheureusement, tout s'est arrêté à ce niveau-là. Oui. Voilà, pasteur. Pour continuer donc, pour répondre à votre toute première question, je vous parlais un peu de l'évolution du CEJAC. On va donc créer Kojari avec l'aide du philosophe René Philombe. Et en 1988, pasteur, j'assiste à une réunion chrétienne au Centre national d'évangélisation. Et ce dimanche-là, on avait invité un papa qui est venu prêcher et il parlait de la foi. Et ce papa, après sa prédication, s'était présenté et avait dit qu'il travaillait à la CNPS. Alors, après son message, je suis allé le voir, j'ai pris rendez-vous avec lui. Il m'a indiqué son bureau et le lundi matin, j'étais à son bureau, pasteur. Je lui ai présenté le projet, l'idée que Martin et moi avions de créer une association pour aveugles. Je lui ai parlé de la coopérative, on avait créé Kojari et le papa m'a écouté très attentivement. Juriste de son état, chargé d'études à la CNPS, il m'a dit, mon fils, j'ai bien compris ce que vous voulez faire. Reviens me voir. Il est allé au ministère de l'Agriculture prendre des informations au sujet des coopératives et quand je suis revenu pour le rendez-vous, il m'a dit, mon fils, la coopérative ne correspond pas à vos aspirations. Les conditions de création d'une coopérative ne correspondent pas à ce que vous voulez faire. Je vous propose de créer plutôt un club. Et il m'a donc proposé la dénomination club. Et il m'a dit, au regard de vos ambitions, on ne peut pas vous enfermer dans la petite ville de Yaoundé. Vous êtes très ambitieux. Je vous propose, au lieu de Yaoundé, de mettre Cameroun. Et c'est donc comme ça qu'il nous a proposé l'appellation Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun. Et le 4 août 1988, pasteur, on a invité nos amis. Nous nous sommes retrouvés dans le bureau de Papa Pierre Okobenguedok à la CNPS pour adopter les statuts et règlements intérieurs du Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun, voter le bureau de l'association et immédiatement on a commencé les démarches pour la reconnaissance, n'est-ce pas, de notre initiative. À l'époque, reconnaître une association au Cameroun était très difficile. On est allé à la préfecture, on nous a fait des enquêtes de moralité et il a fallu 2 ans pour qu'en 1990, le ministère de l'administration territoriale signe le récépissé de déclaration du Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun. Voilà donc ce qui marque, n'est-ce pas, la naissance officielle du CEJAC, pasteur. Vous écoutez la 99.5 RBR. Notre invité spécial, c'est le PDG,
je vous en prie, avec vos techniques là, ça m'embrouille un peu. Le PDG de CEJA, Cercle des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun, Coco Bertin, nous répond depuis son voyage aux États-Unis. Coco Bertin, 20 ans, jeunes aveugles, est-ce que vous n'avez pas été tenté comme les autres pour aller dans la rue, mendier, taper le tam-tam comme on voit ici, et attendre quelques pièces? Vous étiez quand même 20 ans, c'est très jeune. C'est très jeune. On va dire que vous avez l'avenir derrière, vous avez l'avenir devant vous. Vous n'êtes pas allé mendier, taper le tam-tam, je sais pas. Comment expliquer que les autres aujourd'hui sont dans les carrefours? Est-ce qu'ils n'ont pas de vision? Bref, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Il y a un autre là qui en dit. Allô, je vais le prendre. C'est Paul Roger, pasteur Paul Roger Bayem qui nous appelle là. Allô, bonjour. Allô, révérend Franklin. Bonjour. Comment ça va? Comment va le studio? Comment va Coco Bertin? Coco Bertin va bien, il est bel et bien en direct. Il nous donnait comme ça le briefing de la création de son association, le cercle des jeunes aveugles à la réhabilitation du Cameroun. Il a notre invité depuis les États-Unis, il répond à notre question. Je crois que c'est très encourageant. Ils ont commencé, il avait 20 ans, je crois qu'aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans qu'ils ont commencé. Il est bel et bien en direct. Enfin, il t'écoutait, tu peux lui poser une question. Un soutien concret. Tu peux lui poser une... L'association prenne une dimension tout à fait nouvelle. Il est en direct, il t'écoute, tu peux lui poser une question. Il est en direct, Coco Bertin. Coco, mais quels sont tes futurs projets après le retour des États-Unis? Est-ce que tu as des projets immédiats? Oui, absolument. Je crois que le tout premier projet va être de rendre compte de ce que je suis venu faire aux États-Unis, rendre compte au CEJAC, rendre compte aux Camerounais et voir maintenant comment faire bénéficier, n'est-ce pas, des fruits d'un tel voyage aux États-Unis. Je pense que c'est ça le plus immédiat. Que le Seigneur vous accorde réellement assez de sagesse pour pouvoir accomplir tous ces projets et que le Seigneur soutienne le pasteur Franklin, qui est également un apport considérable dans l'accomplissement de cette vision et qui le bénisse davantage. Donc c'est juste pour Amen. dire un peu allô à la radio, Rehoboth, que j'ai décidé d'appeler ce matin. J'ai suspendu ma prière pour cela. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Merci beaucoup, pasteur Paul Roger, si j'ai bien. Tout à fait. Le pasteur Franklin, c'est vraiment un lève-tout, un monsieur toujours à l'affût de l'information. Je voudrais vraiment saisir l'occasion pour te féliciter, pasteur, pour cette excellente émission qui, à mon avis, va faire tache d'huile, parce que les détails que je donne sur l'historique du CEJAC, je pense que beaucoup de Camerounais ne connaissent pas cette histoire, et c'est vraiment une bonne chose que une émission comme celle-ci soit sur Facebook, de manière à ce que les gens aient la possibilité. Sois béni, mon frère. Merci beaucoup, pasteur Paul. Merci. Alors, quand je pose la question de savoir, 20 ans, vous êtes encore jeune, vous auriez pu faire comme les autres, hein, qui très tôt se mettent à mendier. Vous ne l'avez pas fait. Quel était votre, quand je parle de vous, je parle de toi et Martin du terrain, que je connais très bien d'ailleurs. Oui. C'est ça. Mais il faut dire, pasteur, que nous avons toujours eu la mendicité en horreur. Oui. Et dans nos discours à l'époque, on disait que nous ne voulons pas le monde, nous ne voulons pas la mendicité, nous voulons être des Camerounais à part entière, pasteur. Et on a toujours eu en horreur la mendicité. Il nous est arrivé des expériences bizarres. C'est que dans la mentalité des gens, dès qu'on voit une personne qui est handicapée, on fait d'elle une personne mendiante. Et c'est cette personne qui doit montrer que non, je ne suis pas un mendiant. Et parce que vous voyez, quand Martin et moi on sortait dans la rue, parfois on se tient là pour prendre les bus, puisqu'à l'époque il y avait les bus. Oui. On est là, moi je me rappelle, on était là comme ça, on attend peut-être le bus, quelqu'un va venir, il fait semblant de te saluer, tu es seulement surpris de trouver qu'il a mis une pièce jaune dans ta main. C'était souvent les pièces de 25 francs là. Oui. Tu te dis, il te met la pièce comme ça là, il s'en va parce qu'il pense que tu es en train d'attendre l'argent. Et parfois, pasteur, on travaillait
parce que je ne vous ai pas encore raconté toute l'histoire, je vais continuer. On travaillait, après avoir travaillé dans ma chambre au domicile de mes parents, oui. On a négocié avec le ministère des Affaires sociales. Oui. Qui, au niveau de ESSOS, avec la délégation départementale, on est allé là-bas, leur dit, s'il vous plaît, trouvez-nous une salle, vous nous avez envoyé à l'école, parce que l'école de Boya appartient au ministère des Affaires sociales. Nous nous sommes formés, maintenant nous sommes sortis de l'école. Trouvez-nous au moins un espace ici où nous pouvons venir mettre en pratique ce que nous avons appris à l'école. Oui. Là, ils nous disent qu'il n'y a pas d'espace. Et comme on avait traversé une véranda pour entrer dans leur bureau, je leur ai dit, même la véranda, si vous nous permettez, on peut travailler à la véranda et en fin de journée, on stocke notre matériel dans les bureaux. Le lendemain, on revient très tôt récupérer notre matériel pour continuer notre travail. Alors cela nous fut accordé, pasteur. C'est donc comme ça que, après ma chambre au domicile de mes parents, comme je disais tout à l'heure, on allait travailler à la véranda de la délégation départementale des affaires sociales. On s'asseyait là, la pluie, le soleil ne nous traitait pas moins rudement que les autres. On était sous toutes formes d'intempéries, mais on supportait. Oui. Mais parce que vous avez posé une question sur la mendicité, je voudrais dire que pendant que nous travaillons là-bas, vous vous imaginez, parce que les gens viennent, ils nous voient en train de tisser les chaises, tisser les paniers, mais ils ne s'imaginent pas que voici des gens qui sont en train de se débrouiller, mais dans leur tête, ils se disent, ça c'est des gens dont on doit avoir pitié et ils viennent parfois nous donner des pièces jaunes. Et on avait du mal à supporter cela. Oui. On se disait que mais on a déjà fait l'effort de nous mettre au travail, mais que les gens pensent toujours qu'on est là pour mendier, c'était un peu gênant. Oui. Et pasteur, tenez-vous bien, ce n'est pas parce qu'on avait de l'argent qu'on se comportait comme ça. On faisait souvent le parcours à pied. Je vous dis parfois de la carrière. Il m'est arrivé de partir de la carrière pour qu'ils sortent à pied, pasteur, parce qu'on n'avait pas d'argent. Mais pour notre dignité, on n'était pas prêt à aller. Mais est-ce que ce n'était pas un risque? Je dois dire que Dieu t'a gardé, il faut le dire, le Seigneur t'a gardé. Dernièrement, il y a un de tes jeunes que tu as formé là-bas. Nous avons pleuré ici en studio avec Théophile Roger Boulom, qui a été victime d'un accident de circulation. Je crois que du côté, j'oublie son nom là. Aruna. C'était vraiment un risque parti de la carrière pour des jeunes aveux que vous étiez à peine 20 ans. Et arriver à Isol, c'était un véritable risque, Coco. C'était un risque, pasteur. C'était un risque. Parce que moi, je partais de la carrière. Et après quelques années, Martin, lui, il devait partir d'Ahala. Vous ne pouvez pas vous imaginer, pasteur. C'était un risque. Il arrivait qu'on entre sous les camions. C'est-à-dire que parfois, le camion est garé. Et quand vous venez avec la canne, vous ne vous rendez pas compte, puisque l'obstacle est aérien. Au niveau du sol, la canne ne peut pas toucher le camion. C'est incroyable. Mais oui, pasteur. Mais oui. La canne ne peut pas toucher le camion quand même assez haut. La canne ne peut pas toucher le haut là. Vous entrez. C'est la tête qui touche le camion. On se rend compte qu'on est sous le camion, pasteur. Je vous raconte une autre histoire. Une fois, on n'avait pas d'argent, pasteur. Moi, je devais voyager pour aller au nord, à Ngaoundéré. Je ne sais plus quelle activité j'avais à Ngaoundéré. Et nous devions partir des Sos pour aller à la gare voyageur à pied avec Martin Luther. À pied, on n'avait pas l'argent, pasteur. Et tu imagines que des Sos pour la gare voyageur, s'il fallait prendre un taxi, ça n'aurait même pas coûté cher. Mais même ces quelques miettes là, on n'avait pas. Oui. On est donc parti des Sos, au niveau du service social des Sos là, pour la gare voyageur. Et chemin faisant, je portais ma guitare d'un côté, Martin me tenait de l'autre, on marchait à deux avec nos cannes. Alors, vers la gare voyageur là, il y a les trous qui sont souvent sur le trottoir. Et sur ces trous là, il y a souvent comme un couvercle qui est posé dessus. On est arrivé à un niveau, le couvercle était quitté, donc il y avait un gros trou ouvert. Oui, qui a échappé à la vigilance de ma canne blanche, pasteur. Je me suis retrouvé dans le trou. C'est terrible ça. Je me suis retrouvé dans le trou, pasteur. Et comme je tenais la guitare à gauche, la guitare m'a retenu. J'avais des pieds suspendus, mes pieds ne touchaient pas le fond. Oui. Du trou, tellement le trou était profond. Donc la guitare m'a retenu du côté gauche et Martin, lui, il m'a retenu du côté droit et j'étais donc suspendu comme ça, je balançais. Alors il y a des gens qui ont vu la scène, qui ont couru pour venir me tirer du trou
et me mettre à l'extérieur pour que je continue mon chemin. Ça alors. Pour dire, pasteur, quand tu dis que le Seigneur nous a gardés, tu ne crois pas si bien le dire. Parce que je connais le risque, de se déplacer comme ça. Déjà que les voyants n'ont pas la facilité. Il y a des gens qui se vont heurter, des jeunes gens aveugles marchant comme ça en vie. Je vous donne qu'est-ce que je voulais poser. Quelle était la réaction des gens? Est-ce que les gens étaient sympathiques envers vous? Est-ce que vous aidez parfois à traverser ou c'était indifférent? Quelle était la réaction? Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens sont devenus, sans sentiment, hein. On s'en fout presque de X ou Y à côté. La vie, chacun se débrouille, chacun fait comme il veut. Chacun pour soi. Parce qu'on trouvait toute catégorie de personnes. On trouvait des gens gentils qui nous aidaient à traverser la route, qui venaient nous aider en nous voyant avec la carte blanche, qui venaient demander ce dont on avait besoin. On rencontrait aussi des gens qui nous traitaient de sorciers, qui disaient que mais si quelqu'un n'est pas sorcier, comment quelqu'un peut dire qu'il ne voit pas et on le voit en route en train d'essayer de balayer la route avec mais finalement l'Africain c'est terrible, tout est sorcier, hein? Un enfant autiste à cause de ses autres, il est sorcier. Vous vivez ici, vous êtes sorcier. Donc peut-être tu as été sorcier un jour, hein, ça va pas. Ça, tu m'avais jamais dit. Non, mais c'est ça parce que les gens nous traitaient de sorciers, on se dit que maintenant, si quelqu'un arrive à faire ce qu'ils font, ils sortent, ils arrivent à marcher tout seuls. Mais comment pouvez-vous dire que quelqu'un comme ça n'est pas un sorcier? Alors, une fois, j'ai pris un bus, pasteur. Vous savez, à l'époque, il y avait les bus, on payait 50 francs. 50 francs, oui, à l'époque, là. Casimir Dufresne n'était pas encore né à l'époque, là, hein. Et non, je pense qu'il n'était pas... Il était seulement de la pensée de Dieu, peut-être. Et vous voyez, pasteur, on prenait le bus, et une fois, je prends le bus, et deux personnes étaient en train de se moquer copieusement de moi. Ah bon? Ils m'insultaient, mais ils parlaient dans ma langue, et ne savaient pas que je comprenais. Oui. Alors, il m'insultait, il disait que mais si celui-ci n'est pas un sorcier, les enfants comme ça doivent être restés couchés à la maison, qu'est-ce que celui qui fait? Je t'avais dit aussi prendre le bus, et il se moquait de moi, pasteur. Je les ai laissés parler, ils me lavaient dans la langue qui était la mienne, mais ils ne savaient pas. Qu'est-ce qu'il disait dans ta langue là? Dis un peu dans ta langue là, en quelques mots, qu'est-ce qu'il disait dans la langue là? M'avait mon garçon. Que tu as le que pas tu me dis quoi Anyama que ne quoi je dis donc laisse comme ça que ben il risque de pleuvoir ici. Ça me rappelle l'histoire, hein? Un jour, je sais pas ce que j'étais, les gens aussi parlaient de moi, ils parlaient en Massa. Ils ne savaient pas que j'écoutais. Alors je réponds à ça, là je comprenais. Là, dès que vous parlez l'allemand ou c'est quelle langue vous parlez là. Ils ont dit, ah. J'ai dit dans ma langue, j'ai dit, vous parlez allemand ou quoi? N'importe jamais les soleils qui. Ils ont arrêté. Ah, tu vois, pasteur. Mais c'est exactement ça, pasteur. Je leur ai répondu dans la langue, je les ai plutôt salués. J'espère que tout va bien pour vous. Ils sont tous certainement. Oui. Et tu dis, il comprenait. Il comprenait. Alors, pasteur, pour parler des risques, je vous raconte une autre histoire. Rappelons aux auditeurs, Coco, nous sommes bel et bien en direct, tu es aux États-Unis. C'est la 89.5 RBM. Vous pouvez nous écouter sur Facebook. Hein. Tout à l'heure, l'émission va être partagée par Théa. Vous pourrez la voir sur YouTube, Facebook, un peu partout, même ici au niveau de la radio. Nous recevons notre ami, notre frère, Coubertin, PDG du César, qui répond à nos questions depuis les États-Unis. Il a dit que c'est dans la ville de Seattle. Oui, on me dit à côté de Seattle, je suis plus précisément à Tacoma. L'avion me dépose à Seattle et puis je suis là à Tacoma pour le Tacoma. Si vous venez capter donc la RBR, c'est bel et bien, nous sommes en direct, hein, c'est notre invité Coubertin qui répond à nos questions, le PDG du CGA qui n'est pas très loin de nous ici. Ça veut dire qu'on fait comme ça un clin d'œil à sa femme, hein, qui n'est pas très loin également, il y a toute la maisonnée. Allons-y Coco. Voilà, pasteur, on parlait tout à l'heure, je vous parlais tout à l'heure des obstacles que nous avons connus, des risques que nous avons pris et de ce que vraiment si nous sommes vivants aujourd'hui, c'est pas la grâce de Dieu. Alors un jour, pasteur, nous sommes en 1992, en novembre 1992. Nos activités avaient connu une certaine évolution et nous avons créé une ferme avicole à Ahala, dans
dans la banlieue de Yaoundé. À l'époque, aujourd'hui, c'est déjà un grand quartier, hein, là. Oh, mais, pasteur, à l'époque, c'était la brousse. C'est la brousse, oui, c'était la brousse, une grande brousse. Oui, la forêt même. La brousse. Oui. Oui. Et donc, on a créé une ferme. Martin a déménagé pour s'installer là-bas avec sa famille afin de s'occuper de la ferme. Et on avait réussi à créer un compte bancaire. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, c'était même difficile. Quand on allait dans les banques pour créer des comptes, on nous disait qu'on n'ouvre pas les comptes pour les aveugles. Ah bon? Nous avons forcé, on nous a chassé dans plusieurs banques, pasteur. Ah bon? Finalement, on a réussi à créer un compte à la défunte BAO. Oui. Agence de Mesa. Et donc, avec Martin, comme on devait signer tous les deux pour retirer de l'argent, avec Martin, on nous sommes donné rendez-vous un matin pour aller retirer de l'argent à la banque, pasteur. On arrive à la banque, moi j'arrive en premier, j'étais assis devant le gestionnaire. Oui. Il m'a aidé à faire les opérations. Martin est arrivé par la suite avec sa femme. Nous avons pris de l'argent et on s'est réparti de l'argent en fonction de la course que chacun devait faire. Oui. Certains devaient acheter des aliments, d'autres devaient acheter les équipements pour la ferme et tout. Parce qu'au moment où on s'est réparti de l'argent, on entend quelqu'un qui se met à parler à haute voix. Couchez-vous, 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 tout le monde à terre. On n'a rien compris, pasteur. Mais moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on nous demande de nous coucher? Est-ce que c'est un incendie? Mais si c'est un incendie, il vaut mieux fuir. Donc tout le monde à la banque était couché, pasteur. Mais Martin, Lucas et moi, nous nous sommes plutôt levés. On s'est dit que mais il faut plutôt fuir. Et le gangster était devant nous, pointant l'arme sur nos visages. Il dit, monsieur, couchez-vous. Alors, je me suis souvenu que bon, il y a quelques jours, j'avais entendu parler d'un hold-up dans une pharmacie. Et j'ai dit à Martin, mais Martin, peut-être ce sont les bandits. Coco, le bandit est devant vous. Et tu dis à l'arme à la table, tu dis à Martin, peut-être ce sont les bandits. Oui, le bandit devait m'entendre quand j'ai dit ça. Donc le bandit a dû se rendre compte qu'on ne voyait pas, puisqu'il avait l'arme pointée sur nos nez. Et moi j'ai dit peut-être que ce sont les bandits. Et j'avais pas il a dû se rendre compte qu'en fait ceci ne réalise pas. Oui. Et donc quand je dis ça à Martin, on finit par se coucher, pasteur. Oui. Alors Martin et moi on se couche, et quand on se couche, on a la confirmation. Il vient vers moi et me demande, l'argent est où? Je n'ai osé rien dire, pasteur. Oui. Il a fouillé. Il a retiré l'argent que j'avais sur moi. Oui. Il a retiré ce que Martin avait. Il a retiré ce que la femme de Martin avait. Ils ont porté les sacs des gens dans la banque. Et 7 minutes après, pasteur, exactement 7 minutes après, il dit, allez, partons d'ici. On n'a plus de temps à perdre. Ils sont sortis. Et quand ils sont sortis, pasteur, il y a quelqu'un qui était au niveau de l'immeuble de la Biaoula, un vendeur de planches, qui a crié aux voleurs. Ils ont tiré sur lui, ils l'ont assassiné. Ça alors. Et ils ont pris la voiture qu'ils avaient utilisée. Maintenant, quand ils entrent dans la voiture ne démarre plus. Ils ont laissé abandonner la voiture, ils ont traversé la route, ils ont attrapé un taxi et ils sont partis. Mais Coubertin, est-ce que vous lui avez demandé d'avoir pitié des pauvres aveugles? Vous n'avez pas supplié le voleur, le débarqueur? Pardon, pasteur, je n'ai pas bien compris. Je demandais si vous n'avez pas supplié le voleur d'avoir pitié au moins des aveugles. Voilà, justement, c'est Martin Luther qui dit, mais nous ne sommes que des pauvres aveugles. Nous ne sommes que des pauvres aveugles. Et de rétorquer les pauvres aveugles, mais fait quoi là-bas? Bon, on va se flammer. C'est quand ce Coubertin, donc il a décidé de mettre la tête ce matin. On va se flammer en prenant son chant, le coq à chanter. Est-ce qu'on peut écouter Coubertin, le temps de souffler un peu? Parce que c'est quand même fort ce matin. On souffle la musique. Regarde, on souffle la musique avec Coubertin, le coq à chanter. Édition spéciale. Le coq a chanté, il était
temps de se lever. Le coq a chanté, il est temps de se lever. Le coq a chanté, il est temps de se lever. Le coq a chanté, il est temps de se lever. Le coq a chanté, il est temps de se réveiller. Le coq a chanté, il est temps de se réveiller. Le coq a chanté, il est temps de se réveiller. Le coq a chanté, il est temps de se réveiller. Une édition spéciale. Les oiseaux adorer le Seigneur pendant que tu dors encore dans ton lit. Les enfants vont à l'école, les parents au travail pendant que tu dors encore dans ton lit. Les fonctionnaires au bureau, les hommes d'affaires à l'œuvre alors que tu dors encore dans ton lit. Le jour apparaît, voilà. Cobertin, le coq a chanté. Qu'est-ce que les pauvres aveux font à la banque, Cobertin? Les pauvres aveux, chez nous on dit ils ont le magot. Qu'est-ce qu'ils font à la banque? Notre but, pasteur, c'était justement de montrer que même si on est aveugle, on doit vivre une vie comme toutes les autres personnes. Oui. Et aujourd'hui, pasteur, tu vas voir qu'au Cameroun, beaucoup d'aveugles peuvent aujourd'hui avoir des comptes bancaires. Oui. Puisqu'il y en a que nous avons formés qui travaillent à différents endroits, ils ne peuvent toucher leur salaire qu'à la banque. Ça veut dire que finalement, les banques ont accepté d'ouvrir leurs portes à ces pauvres aveugles-là. En passant, hein, je me rappelle il y a quelques mois, tu as essayé de me joindre, de me poser un problème. Tu avais une de tes filles qui devait aller au Rwanda, elle avait une bourse au Rwanda, et tu voulais une famille, tu pouvais trouver une famille, t'aider à trouver une famille qui pouvait l'accueillir. C'est pour dire que ils se battent vraiment les aveugles, c'est pas des mendiants comme les gens ont pensé. Finalement, je crois qu'on lui a trouvé quand même des frères, des familles. Comment va-t-elle? Oui, elle va bien, pasteur. Elle était au Cameroun dernièrement. Elle est venue me voir et m'a dit que elle se portait bien. Je crois qu'il y a un pasteur. C'est bien Apollinaire, pasteur? Tout à fait. J'aurais bien voulu la voir, pasteur Coco. Je voulais vous la voir. Oh, votre téléphone. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, Théo. Oui, bonjour à DG. Petit frère Théo, salut. Bonjour, mon grand frère. Okay. Le pasteur Franklin dit qu'il ne me voit pas à la radio, c'est ta faute, hein, Théo. Toi, tu sais comment tu peux me pistonner. Oh, c'est ta faute. Voilà. D'accord. Ok, j'ai dit bonjour à Casimir et au pasteur Diplex. Je n'oublie pas nos nombreux auditeurs. Bonjour, pasteur Franklin. Alors, avant de poser une question, je voudrais dire quelque chose. Dire que M. Coco Bertin, celui qui qui est venu avec la génération, qui a révélé la génération consciente dans l'environnement des déficients visuels. Oui. Parce qu'il faut dire qu'avant lui, il y a beaucoup qui ont été des leaders des associations des aveugles, parfois même des associations, je dirais, étatiques, mais qui n'avaient jamais, j'assume mes propos, qui n'avaient jamais outillé les jeunes à travailler. Aujourd'hui, avec la génération de Coco, pratiquement, parce que je dirais pratiquement à 98%, et je le dis parce que je suis modeste, la plupart des déficients visuels qui travaillent aujourd'hui sont passés dans le CEJAC. Parce que le CEJAC a créé des déficients visuels travailleurs. Donc si vous observez très bien à travers le Cameroun, vous allez vous rendre compte que tous ceux des déficients visuels qui sont aujourd'hui utiles à la société ont été moulés par le CEJAC. J'ai rencontré d'ailleurs plusieurs, je parle de la jeune dame là, qu'on m'a pas permis de la rencontrer, mais au moins par lui, je la connais de nom. Quand il devait se rendre au Rwanda pour, je crois, ses études supérieures, Coco m'a quand même touché, on a pu lui trouver rapidement un pasteur. Et vous savez, la grâce que nous avons, Théo, c'est d'avoir des relations un peu partout. On peut facilement aider un de nos enfants qui doit se aller quelque part, s'il aime Dieu. Je crois que c'est un cas, j'ai voyagé avec une fois, elle est diplomate,
C'est vrai qu'elle a des petits soucis, mais c'est pour appuyer ce que tu dis. Hein. Coco Bertin est un monument. C'est un ami, c'est vrai, mais il sait que je flatte pas les gens, je dis ce qui est vrai. C'est un monument à qui nous vraiment devons beaucoup de respect. Si je m'attache à lui, c'est parce que je le sais et c'est quelqu'un de sérieux. D'accord. Alors, la question que je voudrais poser, alors, DG, à un moment donné, un des défis de Jacques était d'installer les antennes d'abord au Cameroun, ça a été fait. Ensuite, dans les localités arrière, ça aussi ça a été fait. Je me rappelle, il y a environ 10 ans, aujourd'hui, le grand défi était d'installer le CEJAC à travers le monde. Ça avait commencé avec certains de nos amis qui étaient déjà à l'extérieur. Oui. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui avec ce projet? C'est la première question, je reviendrai peut-être pour une autre. Merci. Coco, tu as bien suivi la question de Théo, Théophile Roger, il faut dire que Théophile Roger, c'est lui le chef de chaîne de cette station, hein, tout le monde le sait. Et Théo, c'est un bosseur, je peux le dire. Allons-y. Oui, c'est vrai, c'est un travailleur hors pair. J'ai parlé de Théo assez longuement avec le pasteur Théodore Yonke, d'ailleurs, il y a de cela quelques jours seulement. Oui. Et la question que Théo pose est une question très pertinente qui va vraiment nous faire davantage réfléchir. C'est qu'à un moment, on a effectivement voulu créer le club des amis du CEJAC à l'étranger. Et c'est une idée qui n'est pas morte, qui est toujours là, mais qui ne s'est pas encore concrétisée non plus. On a des amis un peu partout, on a des amis dans différents pays, mais on n'a pas réussi à les rassembler pour créer quelque chose de formel. J'ai eu l'occasion de les rassembler en allant à Paris. J'ai rassemblé ceux de la France à Paris. On a partagé un repas, on a discuté sur l'idée, mais on n'a pas trouvé quelqu'un de vraiment disponible pour porter l'idée, parce que étant au Cameroun, ça aurait été difficile de m'en occuper moi-même. Donc tout le monde était enthousiaste de faire partie de l'association, mais il n'y a pas eu un leader qui soit... Il y a un autre auditeur il est parti, il y a un autre auditeur qui se signale. Je vous en prie, nous sommes bien en direct. Dans quelques minutes, on va arrêter pour l'émission. On continuera demain. Il y a ce message-là qui vient d'arriver. Je suis désolé, c'est ce que l'auteur va appeler et je voulais prendre. Ils sont prioritaires à ce moment-ci. Bonjour papa, toujours à l'écoute. C'est Kevin qui nous écrit depuis je rappelle aux auditeurs, je vous en prie, la seule ligne directe, s'il vous plaît, c'est le 699 94 60 53, le 659 73 68 98 sur les lignes orange. La ligne MTN est en direct, c'est avec elle que nous travaillons du côté des États-Unis avec Coco Bertin ce matin. Donc bonjour à Kevin qui nous fait signe. Si vous voulez donc intervenir et agir, appelez plutôt ou écrivez à ce différent numéro 699 94 60 53 ou le standard de la radio 659 73 68 96. J'invite tout le monde qui a essayé de nous joindre. Donc voilà les seules lignes directes. Merci, nous jouons qu'on va poursuivre, Coco. Nous tirons vers la fin de notre entretien pour ce matin. On va continuer certainement demain. Allons-y, Coco. Oui, pasteur. Donc, disons que pour répondre à la question de Théo, je voudrais d'abord le remercier pour cette question qui me relance pendant que je suis ici et qui va me permettre de réfléchir et de pouvoir en discuter, n'est-ce pas, avec les amis d'ici pour voir comment concrétiser l'idée même au niveau des États-Unis. Je crois que demain, pasteur, on aura l'occasion de nous étaler davantage. Je voulais vraiment te remercier, pasteur, pour cette belle initiative qui nous permet de faire une belle émission et certainement qu'on en fera plusieurs. Peut-être qu'il faut dire à nos auditeurs que lorsqu'il est 6 heures au Cameroun, il est 22 heures, n'est-ce pas, à l'endroit où je me trouve. Donc pendant que vous vous réveillez au niveau du Cameroun, ici on s'apprête plutôt à aller dormir pour parler un peu de ce décalage horaire de 8 heures, n'est-ce pas, qui nous sépare. Oui. Mais rassurez-vous, pasteur, je serai au rendez-vous tout au long de cette semaine, autant que vous aurez besoin de moi. Coco Bertin, pendant que nous sortons pour le premier entretien ce matin, je rappelle aux auditeurs, vous pouvez l'avoir sur Facebook, vous pouvez l'avoir sur WhatsApp. Théo s'en occupe. Je crois que le pasteur Duplex a déjà connecté bel et bien en direct. Vous aurez tout. Vous allez la garder. Une très belle émission pour vous amener à découvrir de ces genres.
Coco, c'est un plaisir de t'avoir. Tu es musicien, on t'a écouté tout à l'heure. Ce que je pourrais dire, peut-être un dernier mot aux auditeurs et avant de conclure l'émission ici, c'est toujours un plaisir de t'avoir. Le Séjan n'est pas très loin d'ici. Peut-être 2 ou 3 mois, madame, hein, qui n'est pas loin de la famille. Hein. Nous nous chargeons de transmettre en direct, pourquoi pas, jusqu'à ce que tu reviennes, pourquoi pas. Oui, d'ailleurs, je crois qu'il y a quelques personnes qui nous écoutent et je l'ai fait un peu à la dernière minute et je pense que je vais pouvoir le faire davantage aujourd'hui, mobiliser quand même pas mal de nos amis pour que ils soient à l'écoute. Donc je voudrais saluer tous ces amis qui nous écoutent et je voudrais dire, pasteur, que Théo l'a dit, toi-même tu l'as dit, pasteur, que j'étais un mouvement, un monument. Je dois dire que en fait, je retrocède vraiment toute la gloire au Seigneur. Je suis vraiment un simple instrument entre les mains du Seigneur. Oui. Et c'est vraiment à lui que nous devons rendre gloire. Oui. Je suis moi-même surpris de voir à quel point le Seigneur utilise un être simple comme moi pour accomplir des choses à gauche, à droite. Il faudrait que nous soyons vigilants et que la gloire soit vraiment rendue à celui qui la mérite, pasteur. Oui. Oui, Coco, c'est très bien dit. C'est Dieu qui nous élève, c'est lui qui fait de nous ce que nous sommes. David disait, tu m'as fouillé dans la poubelle de ce monde pour me faire asseoir avec des grands, pour faire de moi un grand. Et quand je vois autour de ce genre aujourd'hui que j'ai visité, cette institution, les écoles, les enfants, les enseignants, les professeurs, tout ce qu'on peut imaginer, je rends grâce à Dieu et te vois dans le monde, faut dire aux auteurs, hein, te vois, c'est dans le monde entier, que ce soit la France, la Belgique, les Pays-Bas, la Turquie, tout ce qu'on peut imaginer. Tu as une bénédiction. Tu sais que nous devons de la vérité. Dieu nous bénit pour qu'on soit une des bénédictions. Dieu nous bénit pas pour que nous gardions tout pour nous-mêmes. Il a dit à Abraham, je te bénis afin que tu sois un sujet de bénédiction. Alors c'est ça le principe des serviteurs de Dieu. Je pense que Dieu va continuer à utiliser jusqu'à ce que le Seigneur revienne, à ce qu'il nous prenne de ce monde, pour être un instrument de bénédiction pour d'autres pays, notamment dans ce domaine qui est très souvent négligé. Moi, je vais te dire, pendant que nous sortons, on sera encore ensemble demain en direct. Cette radio est ouverte au CEJA, c'est la radio du CEJA, il faut le dire, que ce soit les séminaires, que ce soit, je ne sais pas, les jeunes avec qui veulent venir s'exercer en radio, je ne sais pas, Théo est là, tu le sais très très bien, que ce soit la technique, que ce soit la mise en œuvre, que ce soit au micro, tu n'auras pas une meilleure, parce que si tu as le temps que tu veux, tu le sais très très bien, 1 heure, 2 heures, la maison est ouverte, c'est d'ailleurs la tienne pour dire à quelqu'un que ta maison est ouverte. Donc voilà, c'est peut-être avec ces paroles que nous allons sortir et te souhaiter bonne nuit. Merci, pasteur. Je transmets également la salutation de Ève, qu'on appelle la jeune mère. Je transmets les salutations du technicien et tout le monde ici au Cameroun. Casmi, qu'on appelle aussi affectueusement l'Omsi, pasteur du Père de Seul, et tous les auditeurs te disent bonjour, Coubertin. J'espère que demain ils vont traiter toutes leurs questions. En sortant, nous disons donc, si vous avez un enfant non-voyant, ne désespérez pas. Je pense qu'il faut le dire, pasteur Duplex. Il peut être formé. J'ai rencontré certains qui sont diplomates, qui sont professeurs. Le CEJA est là pour vous aider à faire de vos enfants ce que vous n'avez pas imaginé de demain. Moi, j'attends impatiemment l'émission de demain, pasteur Franklin, parce que je suis sûr que notre ami, père et frère Coco Bertin est passé par les églises. Oui. Tu sais de quoi je parle? Il est passé par les églises. Par les églises. Vous savez les démons d'aveuglement ou d'aveugle, ça. Son étoile certainement était bloquée, il fallait laver. Donc, peut-être qu'il a été raclé, chasser le démon qu'il a. Parce que imagine-toi avoir un aveugle dans ton église. Oui. Et 10 ans, 5 ans, il est là. Les gens vont dire que tu n'as pas de puissance. Moi, on m'a dit ça. Hein. Peut-être que je vais te raconter l'anecdote. Hein. Je te dis quand même ça en passant. Un papa vient ici, il vient à l'église. Il est venu me voir que j'ouvre ses yeux. Coco Bertin. Allô? C'est du qui provoque ça. Je lui dis, moi je dis, je suis un prédicateur, je n'ai ni... On en parlera demain. On en parlera demain, merci. Tu vois ce que tu penses, il arrive en retard et il vient exciter les gens qu'on n'arrête pas l'émission. Mais vous savez, on aura beaucoup d'émissions pour pouvoir vraiment tout dire. Ah oui, hein? Choses à dire. Ah oui, hein? Aussi longtemps que les auditeurs sont édifiés, ça nous fait plaisir. C'est pour ça que nous sommes la couverture. C'est ça, parce ils sont édifiés et informés. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci, pasteur. Que le Seigneur te bénisse. Salut toute l'équipe, hein? Salut toute l'équipe de la RBN. Salut la jeune mère. Oui. Je voudrais également
également saluer mon épouse qui doit certainement être à l'écoute. Oui. Et saluer, n'est-ce pas, tous les coéquipiers, tous les amis du CEJAC. Oui. J'ai partagé l'information, mais je l'ai fait un peu tard. Au courant de la journée, pour vous là-bas et de la nuit ici, je vais partager le lien et informer les gens afin qu'ils se mobilisent pour nous suivre demain. Merci Coco. C'est avec ces paroles donc que nous quittons Coco, nous le laissons se reposer et nous on va vous dire au revoir. Yann a assuré la mise en onde. Casimir n'était pas loin, il est bel et bien là, l'homme-ci. Le pasteur Duplex s'est occupé du côté de Facebook. Théa, je veux dire, il était sur les réseaux sociaux, il est derrière sur les réseaux sociaux, WhatsApp et tous les autres là, c'est lui, on appelle ça sur le web pour encore là, Casimir, il y a un nom là. Bref, c'est lui qui s'occupe de tous ses côtés. Moi, je parle ici au micro, vous écoutez là-bas. Théophile Boulom était à la coordination centrale. À demain, s'il plaît à Dieu. Il est temps de se lever, le coq a chanté, il est temps de se lever, le coq a chanté, il est temps de se lever.